Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Bordas, un orthoptiste 2.0 et clinicien en neurosciences qui a créé Neurovision, sport et performance. Romain, bienvenue sur le podcast du Squat de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Très volontiers, merci déjà de m'avoir invité. Donc moi je suis orthoptiste de formation. Les orthoptistes c'est vraiment les paramédicaux qui gèrent en fait la vision binoculaire, souvent chez les enfants qui ont des strabismes. Donc c'est plutôt ça le corps de métier à la base des orthoptistes. Et j'ai fait un peu dévier mon métier en faisant pas mal de recherches cliniques, notamment sur les troubles des apprentissages. Et j'en suis venu petit à petit à travailler avec les sportifs de haut niveau. Donc, j'ai ensuite fait dévier mon métier, j'en ai créé presque un nouveau que j'appelle la clinicien en neurosciences, sur le fait de travailler avec des matériels de stimulation visuelle, pour augmenter les performances cérébrales, notamment des sportifs. Ok, génial. Et est-ce que tu peux nous dire comment finalement t'en es venu à travailler avec les sportifs? Est-ce que cette notion de trouble de l'apprentissage t'a amené directement à ça ou quel a été le cheminement? En fait, oui, les premières études qu'on faisait à l'époque quand je travaillais au CHU de Clermont-Ferrand, moi j'étais vraiment dans une unité spécialisée dans la neurovision. Donc on travaillait beaucoup sur ces enfants qui ont des troubles des apprentissages, qui ont des difficultés en fait à apprendre. Donc c'est tous ces enfants qui ont des problèmes d'hypoxie à naissance ou qui ont des gros déficits dus souvent quand même à des troubles euh, aux premiers instants de leur vie. Et puis d'autres, par contre, qui ont des troubles qui sont un peu plus connus et reconnus aujourd'hui. C'est tous les enfants 10, tous les dysgraphiques, dyspraxiques, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, les TDAH. Et nous, on s'intéressait avec des technologies d'eye tracking sur l'étude de leur comportement visuel et de leur mouvement oculaire. On essayait de comprendre un petit peu comment ils déplaçaient leurs yeux et essayer de comprendre un petit peu si ils étaient efficaces ou pas, ou s'il y avait beaucoup de mouvements parasites. Mhm. Et en travaillant là-dessus, un jour, mon chef de service est venu me voir en me demandant s'il était possible de créer un protocole pour dépister des sportifs de haut niveau au stade, au bord du stade. Parce qu'on a à Clermont-Ferrand, le club qui faisait Légion, en tout cas le sport qui faisait Légion à Clermont-Ferrand, à l'époque, c'était le rugby. Aujourd'hui, il y a le rugby et le foot. Mais pendant très longtemps, c'était principalement le rugby, on va dire. Et donc voilà, on m'a demandé justement de créer un protocole. Je pense qu'il a essayé de me lancer un défi. J'avais une nuit pour créer un protocole. Le lendemain, on a directement au bord du terrain. Et j'ai créé ça pendant la nuit. On a dépisté ces joueurs et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de troubles qui étaient passés à l'as. Donc, c'était déjà un premier point pour essayer de comprendre comment on pouvait améliorer les performances des sportifs, juste en améliorant la qualité de la perception visuelle. Ok, et quand tu parles de ce protocole, c'est en utilisant le eye tracking. Alors là, non, non, à l'époque, c'était purement orthoptico-neuro-ophtalmologique. Ok, Donc on était plus sur l'étude de la qualité de la perception visuelle, l'étude des mouvements oculaires, mais de manière clinique, sans eye tracker. Et puis après, de voir un peu tous les problèmes de convergence, de divergence, de perception des couleurs, des profondeurs, enfin voilà, pas mal de choses qu'on essaie déjà d'établir et d'analyser quand on est orthoptiste en cabinet. ok. Et concrètement, moi qui suis kiné et préparateur physique, je sais que le coach attend de savoir en pratique à quoi ça sert de faire tous ces tests. Concrètement, qu'est-ce que tu apportes du coup au staff technique lorsque tu fais ce genre de bilan, j'imagine un peu de dépistage? Mm. Eh ben écoute, là, c'est un peu ce que je retrouve à peu près dans toutes les équipes que j'ai l'habitude de voir sur le dépistage les premières fois. On se rend souvent compte qu'on a 30% des athlètes d'une même équipe qui ont des troubles dans la qualité optique. Donc on a quand même pas mal de joueurs qui finalement ne voyaient pas et ne percevaient pas correctement en vision de loin ou en vision de près ou en vision intermédiaire. Et après, il y en a à peu près 10% qui ont une pathologie qui n'a pas été dépistée. Une pathologie ophtalmologique ou neuro-ophtalmo. Donc, c'était déjà de faire un état des lieux, de se rendre compte qu'on avait quand même beaucoup de joueurs, souvent à très haut niveau, qui finalement ne percevaient pas très correctement et que malheureusement ils étaient limités justement par qualité optique. Ils compensaient, ils mettaient beaucoup de systèmes de compensation en place et du coup ils se fatiguaient à essayer de compenser une mauvaise vision. Ok. Et donc j'imagine qu'un travail orthoptique peut être proposé du coup à ce type d'athlète, mais tu as aussi la solution des lunettes ou des lentilles. Quel est ton point de vue justement sur ce type d'adjuvant? Alors, là, pour le coup, l'orthoptiste, là où il peut véritablement aider, c'est déjà sur la prise en charge de la qualité optique, puisque depuis peu de temps maintenant, depuis quelques mois, les orthoptistes ont le droit de prescrire des lunettes. Donc, on a droit à la prescription pour des personnes qui ont entre 16 et 42 ans.
D'accord. Donc typiquement, finalement, le sportif de haut niveau, on est vraiment à l'âge des Ouais. sportifs qui évoluent sur les différents sports. Et après, sur toute la partie rééducation de l'insuffisance de convergence. Donc, quand on trouve un problème sur musculairement l'incapacité ou le manque finalement de capacité à converger, on converge sur des éléments qui se rapprochent de soi. Donc un rugbyman, par exemple, quand je travaille avec la SM, ce qui les intéressait, c'est quand le ballon arrive vite vers eux, qu'ils soient capables de converger rapidement pour avoir une image nette finalement et qualitative du ballon et de la cible qui se rapproche d'eux. Donc voilà, l'orthoptiste, on va dire que principalement, c'est les deux aspects sur lesquels il peut intervenir, c'est l'amélioration de la qualité optique en mettant en place des lunettes ou des lentilles, et ensuite l'amélioration des problèmes de convergence. Sur la partie lunettes lentilles, bah écoute, c'est un peu en fonction de chacun. Moi, j'ai quand même tendance à prescrire des petites corrections optiques pour deux raisons. Déjà, quand on était il y a 20-25 ans, qu'il n'y avait pas encore de smartphone, les joueurs, quand ils partaient en bus pendant 3-4 heures pour aller retrouver un autre stade, ils avaient quand même tendance à taper les cartons. On jouait pas mal aux cartes, ça tapait la belote, ça envoyait du tarot à tout va. Aujourd'hui, on est un peu plus individualisé et aujourd'hui, on a quand même plus tendance à passer notre temps sur leur smartphone. Autrement dit, on sollicite beaucoup notre accommodation, on sollicite beaucoup notre vision de près, tout ça sur un écran avec une lumière artificielle. Et le fait de manquer d'une petite correction optique va créer un épuisement qui fait qu'on a quand même pas mal de joueurs qui m'expliquaient qu'ils allaient sur le terrain et qu'ils avaient l'impression d'être vraiment fatigués, notamment en fin de journée, parce que bah, finalement, en retraçant un petit peu le parcours de leurs besoins visuels et de ce qu'ils avaient fait pendant la journée, la seule chose qu'on trouvait en termes d'épuisement, c'était uniquement le fait qu'ils ont passé 4 ou 5 heures sur leur smartphone. Mm. Donc j'aurais tendance à les équiper de cette petite correction optique. Et après, pour d'autres raisons, en fonction plutôt des besoins optiques, leur proposer des lentilles. Donc ça dépend un petit peu des besoins, ça dépend un petit peu des sports aussi. Mais voilà, les lentilles, aujourd'hui, il y a beaucoup de matériaux qui sont développés. Il y a même des lentilles qui peuvent être faites sur mesure. Donc là, c'est pareil. Souvent, je réfère à des optométristes, opticiens qui sont spécialisés dans la contactologie, donc dans la mise en place des lentilles pour les athlètes. Il y en a justement qui sont spécialisés sur les athlètes et qui sont extrêmement bons. Ok, ça marche. Donc, si on comprend bien, tu vas faire avec un groupe un dépistage en début de saison. Et après, à quelle fréquence tu vas évaluer les athlètes? On fait un bilan de dépistage une fois par an. Pour deux raisons. Déjà, on vérifie que, bah, déjà au niveau de la qualité optique, on peut leur apporter des solutions. On essaie de faire comprendre si jamais il y a besoin de prise en charge orthotique, on les met en place. Si on dépiste des daltoniens, par exemple, on a quand même beaucoup de daltoniens qui ne savent pas qu'ils sont daltoniens. Et ça peut vraiment intervenir bah, sur le repérage des couleurs de maillot quand on joue en rouge et en vert, par exemple. Mm. Auquel cas, le daltonien, bon, on lui explique juste qu'il faut qu'il regarde un peu plus les publicités qu'il y a marquées sur les maillots et pas seulement l'apparition de la couleur en direct. J'ai eu des très beaux cas comme ça en Bundesliga et en Première Ligue voilà, qui étaient assez étonnants sur voilà, des gars qui donnaient le ballon au panneau publicitaire parce qu'ils pensaient que c'était un de leurs coéquipiers. Donc voilà, juste uniquement parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient daltoniens. Et ensuite, ce bilan de dépistage, moi je l'ai étayé un peu plus cliniquement aussi sur l'aspect de l'oculomotricité, c'est-à-dire sur la calibration des mouvements oculaires. Et là, ça nous intéresse notamment pour la commotion cérébrale. Parce qu'on s'est rendu compte que presque 50% des patients commotionnés ont des troubles de l'oculomotricité. Alors, ça n'en fait pas une vérité générale parce qu'il n'y en a qu'un sur deux, mais en tout cas, c'est un marqueur pour moi qui est assez intéressant, puisque si quand tu poursuis un élément qui bouge, une cible qui est en mouvement, tu as des micro-saccades qui se créent après un impact à la tête, alors que quand on a fait ton bilan de dépistage, tu n'avais rien du tout, et ben c'est un marqueur qui peut aider le médecin justement à mettre le joueur de côté et à lui éviter justement d'aller sur le terrain et de lui faire risquer un second impact. Ok, alors moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est que on va dire que dans un staff fourni et sensible à la commotion cérébrale, il va voilà, arrêter le joueur, mettre en place un protocole de commotion et bah, évidemment, pourquoi pas travailler avec toi pour faire une rééducation, etc., dont on parlera plus tard. Donc, à Mhm. partir de là, j'imagine que tu vois ce genre de choses et ça peut être un marqueur pour toi dans l'évaluation et l'évolution de la prise en charge. Maintenant, chez un sportif qui est amateur, qui n'a pas ce staff fourni, qui a eu une commotion cérébrale, soit dans un sport loisir, même tout seul, soit avec un staff, mais qui n'a pas cette sensibilité-là, comment ça se passe? Est-ce que véritablement, toi, tu peux voir ce genre de choses? Sûrement, j'imagine. Mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui va te dire, ah, il y a eu quelque chose au préalable. Là, c'est une évaluation uniquement
pour un dépistage global, mais je vois ce genre de choses. Est-ce que c'est un marqueur finalement d'une ancienne commotion cérébrale pour toi? En fait, déjà dans la population, on a presque 30 à 40% des joueurs qui ont un petit déficit de calibration dans l'oculomotricité. Donc si on n'a pas fait de dépistage avant, on n'a rien pour comparer. D'examen clinique est intéressant à partir du moment où on a fait un dépistage précédent et qu'on a quelque chose pour comparer. Si on n'a rien pour comparer, ça ne sert pas à grand-chose. Mm. Après, on a d'autres parties, on en reparlera un petit peu sur la commotion, mais là du coup, c'est plus du tout l'orthoptiste qui va parler avec toi, c'est vraiment le clinicien en neurosciences, parce que l'orthoptiste, il n'a pas vraiment grand-chose à faire sur la prise en charge de la commotion. Enfin, il y a quelques éléments, on pourra en parler aussi si tu veux. Mais voilà, après, on peut faire des tests post-impact, on peut aller chercher d'autres éléments. Notamment, le plus grand des éléments, c'est le déclenchement ou la majoration des symptômes suite à un exercice cognitif ou à une tâche ou une fonction exécutive. Donc, ça, c'est un autre domaine justement qui ne va pas forcément intéresser l'orthoptiste, tant dans le bilan que dans la rééducation qu'il est capable de proposer. Ok, ça marche. Et est-ce que du coup, tu as parlé tout à l'heure de l'eye tracking? Moi, c'est quelque chose que j'ai touché du doigt quand je travaillais à l'Olympique Lyonnais et on s'est quelque part croisé pour ce matériel-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas utiliser en bilan? Est-ce que tu vas l'utiliser en rééducation? Explique-nous un petit peu l'intérêt de cet outil-là. Ouais, alors en bilan, c'est très intéressant justement d'aller travailler avec l'eye tracker pour essayer de comprendre un petit peu la calibration des mouvements oculaires parce que l'eye tracking va nous donner des schémas et va nous permettre de voir vraiment la qualité du mouvement oculaire et on peut le quantifier parce qu'on a des tracés. Et voilà, on fait ça sur un temps bien précis, on peut voir un petit peu tous les défauts qu'il y a sur un mouvement oculaire. Donc Mhm, c'est vraiment intéressant de travailler sur l'eye tracking. Après, mon eye tracking, je peux l'utiliser, on va dire, sur le terrain. J'ai beaucoup travaillé en eye tracking, notamment avec les forces spéciales de la gendarmerie et de la police, sur les simulations de prise d'otage. Là, ce qui nous intéressait, c'est de voir pendant une intervention comment aller explorer le premier de cordée, le premier en tout cas qui rentre sur une pièce, et comment il va explorer la salle, et de voir un petit peu son comportement pour essayer de déterminer s'il n'y a pas des comportements qui peuvent être à risque. C'est un peu ce qui nous est arrivé. On s'est rendu compte qu'on a un ou deux éléments sur tout un peloton qui avaient tendance à ne pas regarder les angles morts, à ne pas positionner correctement, à ne pas favoriser l'exploration visuelle avec des mouvements de tête et avec des mouvements du corps. Et c'est vraiment des choses super intéressantes qu'on a pu mettre en évidence grâce à l'eye tracking parce que je suivais les gars avec un collègue à moi, avec un ami orthoptiste qui s'appelle Nicolas Marché, qui a développé du matériel. Et on suivait avec un petit ordinateur portable le peloton sur des interventions, sans simulation de prise d'otage, hein, bien sûr. Donc, mhm. et le but, c'était vraiment ça, c'était de comprendre, de les laisser bosser, et ensuite de revenir avec eux et de regarder comment ils avaient bougé leurs yeux, comment ils avaient bougé leur corps, mais surtout comment ils avaient exploré la scène visuelle, et comment certains avaient pu se mettre en danger parce qu'ils n'exploraient pas forcément correctement, ou ils laissaient en place des surfaces ou des zones un peu d'ombre, ou des zones, c'est un peu comme l'angle mort que tu peux avoir dans une voiture. Et bien, il y a aussi des angles morts quand tu interviens dans des pièces, en fonction des- des objets que tu peux trouver, en fonction de pas mal de choses. Et voilà, on en a un ou deux qui avaient risqué de prendre un coup de couteau parce qu'ils ne regardaient pas forcément là où il fallait, et ils ne s'étaient pas rendu compte que des terroristes s'étaient cachés à certains endroits. D'accord. Et donc, quand tu as dépisté cela, tu as dépisté ce déficit, qu'est-ce que Ouais. tu proposes du coup, typiquement à ces forces spéciales? Et ben là c'est juste des conseils, c'est-à-dire attention quand tu rentres dans une pièce, essaye déjà d'évaluer un petit peu le volume de ta pièce, essaie de comprendre un petit peu comment il est fait au niveau visuo-spatial, essaie de l'interpréter pour essayer de comprendre quels sont les angles morts, où pourraient se cacher des personnes. Imagine qu'il y a toujours une personne qui a envie de se cacher et qui a envie de te mettre un coup de couteau, qui va sortir avec une arme au dernier moment. Voilà, le but du jeu, c'est pas juste d'aller retrouver les otages, il y a d'autres personnes qui peuvent être planquées sur le chemin qui va te conduire jusqu'aux otages. Et alors bon, il y a tout plein de choses qu'ils ont l'habitude de faire et que j'ai découvert avec eux, hein. C'est de regarder s'il n'y a pas un fil qui traîne avec une grenade qui est accrochée. Enfin, voilà, j'ai découvert vraiment un monde qui n'est absolument pas le mien. Mais de voir justement en tant que clinicien, d'essayer de comprendre, de faire ce lien entre je bouge les yeux, j'essaie d'être efficace dans ma manière de bouger les yeux et du coup j'améliore ma possibilité aussi d'intervenir dans un volume que tu ne connais absolument pas, hein. Souvent ils ont des plans quand ils rentrent sur une intervention, mais des Mhm. fois ils en ont pas. Et du coup c'est de la pure découverte. Et voilà, c'est comment on peut essayer d'explorer ça. Donc c'est plutôt des conseils avec le chef de peloton. De dire, ben, t'as vu, là, t'as fait une erreur, ben voilà, ce qu'il faudrait, c'est peut-être, on refait l'intervention sur un autre volume, et puis on va essayer de voir si t'as capté cette erreur, et si
tu vas pas mettre ta vie en danger cette fois-ci ou mettre la vie en danger des otages ou des autres membres du peloton. Ok, je vois. Et en t'écoutant parler, moi, si je remets le contexte au niveau sportif, je vais prendre un sport que je connais bien, à savoir le football, mais finalement, tous les sports collectifs, je pense, s'y retrouveront. Quand tu es au centre du terrain, bah, justement, cette capacité à pas avoir des œillères peut être véritablement intéressant, j'imagine, d'un point de vue performance. Ah, c'est exactement ça, et c'est d'ailleurs un peu le débat que je peux voir des fois sur LinkedIn où j'ai vu passer pas mal de posts en disant waouh, ce joueur il a fait un scan avec tant de mouvements oculaires, il est juste incroyable. Je pense que l'eye tracking là peut être un peu dangereux parce que peut-être qu'on va essayer de mesurer, de calculer le nombre de mouvements oculaires qui ont été faits par un joueur, alors qu'en fait, peut-être que le joueur qui fait moins de mouvements aura une attention dans son champ visuel périphérique qui sera augmentée, auquel cas il va moins dépasser ses yeux, il va moins déplacer ses yeux, il sera plus efficace. Ah Donc ouais. le scan, le fameux scan qu'on voit et dont on entend parler tout le temps, c'est quelque chose d'intéressant en termes d'imaginer comment le gars essaie d'explorer une scène visuelle. Mais s'il a des œillères enfin, exactement ce dont tu parles, et que du coup, bah, avec ses œillères, il est obligé de regarder dans tous les sens, finalement, il va peut-être capter moins d'informations que quelqu'un avec qui on aura travaillé sur l'amélioration de l'attention dans son champ visuel périphérique et qui Hmm. sera capable de capter plus d'informations avec moins de déplacements oculaires. C'est ce que j'appelle une stratégie d'exploration écologique, c'est-à-dire comment on peut Ouais. travailler pour être capable de capter beaucoup plus d'informations en ayant un champ beaucoup plus grand et en étant surtout capable de distribuer son attention sur plusieurs choses en même temps et finalement s'épuiser moins. Ouais, parce que potentiellement, l'oscillation beaucoup plus importante va faire que, enfin, va être utilisée pour compenser justement ce manque de vision périphérique. Et bien souvent, c'est comme ça, oui, en effet. Surtout que ce qui va vraiment intervenir sur la diminution de ton attention dans ton champ visuel périphérique. Ton champ visuel périphérique, il est grand, il bougera pas. C'est l'attention que tu vas délivrer dedans qui va être plus ou moins améliorée, qui va être plus ou moins grande. Et il faut savoir que ça coûte de l'énergie de faire ça. Si tu n'as pas été entraîné à faire ça, et ben peut-être que tu auras des œillères un peu tout le temps et que du coup, tu vas compenser avec beaucoup de déplacements des yeux et beaucoup de déplacements de tête. Ce qui va te coûter de l'énergie et surtout, ton cerveau va devoir capter plusieurs images en même temps et faire un assemblage. Alors que si tu apprends à faire l'assemblage directement parce que tu as une vision panoramique, eh Hmm. ben, c'est beaucoup plus simple justement pour avoir des repères visuospatiaux, pour avoir une meilleure perception des profondeurs, des distances. Et en ça, ça devient intéressant justement de montrer au cerveau qu'il est capable d'avoir une image qui peut être agrandie et qu'il est capable surtout de distribuer son attention sur plusieurs choses en même temps. Eh ouais. Ah oui, parce que forcément, du coup, il y a une perte, bah, il y a une fatigue qui va s'installer par compensation, etc. Euh, enfin, est-ce que, en tant qu'orthoptiste, il y a des valeurs en fonction des sports et en fonction des niveaux de pratique des athlètes? Alors, oui, c'est marrant ce dont tu me parles. C'est des questions extrêmement pertinentes sur plein de choses que je suis en train d'étudier depuis des années, notamment sur la vitesse de traitement des informations dynamiques. C'est-à-dire quand je te mets en situation avec le neurotracker, hein, qui est un instrument que beaucoup de personnes utilisent, hein, qui est le fait d'aller chercher, d'aller suivre plusieurs balles en 3D qui vont bouger en même temps, d'être capable de suivre 4 balles sur 8 qui vont se déplacer pendant 8 secondes. Là, ce qui va être intéressant, c'est de travailler sur la vitesse de déplacement des informations. Jusqu'à quelle vitesse ton cerveau est capable de suivre des éléments en mouvement et surtout d'être capable de suivre plusieurs éléments en mouvement Mm. dans un contexte environnemental où il y a plein de choses qui bougent. Et ben là, on se rend compte qu'un pilote de Formule 1 et un e-gamer sont souvent ceux qui ont les vitesses les plus développées. Parce qu'ils ont été plus stimulés, en fait. C'est comme Ouais. tout. C'est parce que tu stimules ton cerveau que tu vas être capable de développer des capacités. C'est tout le sujet de mon travail, justement, en laboratoire de sciences cognitives. C'est d'entraîner le cerveau à être capable de s'entraîner à traiter des vitesses beaucoup plus importantes que le déplacement d'une voiture de Formule 1, par exemple. Et justement, les e-gamers sont souvent ceux qui ont en baseline, c'est la première fois que je les rencontre, ils ont souvent des vitesses qui sont de traitement des informations qui sont souvent très élevées. Parce que sur Call of Duty, eh ben, il faut être capable de dégommer des mecs super vite. En plus de ça, tu as toujours un petit couillon de sniper qui s'est posé à un endroit et faut courir plus vite, il faut aller le dégommer, il faut aller le choper. Et c'est exactement ça, c'est vraiment cette notion de vitesse de défilement. C'est comme si on avait une caméra aujourd'hui avec une vitesse de tant d'images par seconde qui est capable d'être traitée. Et ben moi, je suis là pour augmenter la capacité de ton cerveau à traiter des informations en une seconde. Et c'est vraiment tout ce Ok. travail qui est à faire sur c'est un peu ce qu'explique Romain Grosjean quand
Sur les premières fois, il passe au canal en sortant de mon labo. À l'époque, quand j'étais en Suisse, il expliquait qu'il était en slow motion. Sur les activations qu'on faisait pendant les Grands Prix, je stimulais tellement son cerveau, je le préparais tellement à traiter des informations que son cerveau avait l'impression d'être à mon labo. Et à mon labo, on traitait des vitesses qui étaient plus importantes que dans sa voiture. Ce qui fait que quand je le chauffais bien, quand je l'activais bien, la première chose dont il avait l'impression, je m'en souviens toute ma vie, on était au Mexique sur le Grand Prix du Mexique, lui gueulait en fait en expliquant que bah, sa voiture elle ramait, alors qu'en fait non, c'est son cerveau qui allait un peu trop vite. Et il avait cette impression que sa voiture ramait. Alors c'est un peu spécial, c'est un peu aussi dépendant du contexte. On sait qu'au Mexique, on est vraiment à altitude à Mexico. Du coup, l'oxygénation n'est pas la même, les moteurs thermiques ne répondent pas pareil. Et lui, il pensait vraiment que finalement ça venait du moteur et que c'était en lien justement avec le fait qu'on était au Mexique. En fait, pas du tout. On s'est vraiment rendu compte qu'il faisait des temps qu'il n'avait jamais fait, alors que ça faisait des années qu'il était au Mexique. Et il avait vraiment cette impression d'être en slow motion. Et il le sentait même en sortant du labo. Quand on faisait des grosses séances, il reprenait sa voiture et il avait l'impression d'être à 80 km/h alors qu'il était à 120 sur l'autoroute. Parce qu'on roule à 120 au maximum en Suisse. Donc, D'accord. euh, donc voilà, il avait vraiment cette impression-là. Et c'est la première chose qui lui a sauté à la figure sur les premières séances qu'on a fait ensemble. Donc du bonheur. Ouais, mais c'est intéressant ce dont tu parles parce que ça me fait penser en fait au fait que la capacité qui avait augmenté chez lui était supérieure à la demande de son sport. Et finalement, bah, je fais le parallèle avec ce qu'on peut faire en préparation physique, en kinésithérapie, où l'intérêt, c'est d'amener le sportif d'un point de vue corporel au-delà de ce qui va être demandé dans son sport pour justement diminuer le risque de blessure et qu'il augmente ses performances tout simplement. Donc je trouve intéressant le parallèle finalement par rapport à ça. Ma question suivante ça, se porte entre la différence, tu as parlé de cerveau et des yeux bien évidemment. Comment savoir si la problématique, le défaut on va dire d'un sportif est plutôt lié à l'entrée visuelle ou plutôt à la traduction, si je puis dire, du cerveau? Ouais, une grande pertinence, c'est bien ce que je dis. C'est étonnant, c'est étonnant. Souvent, voilà, mon problème avec mon métier à l'époque d'orthoptiste, même spécialisé en neurovision, c'était de s'intéresser uniquement à la qualité de la perception et au déplacement des mouvements oculaires. Je te donne un exemple. Je travaillais sur l'eye tracking sur les enfants qui avaient des troubles des apprentissages et on faisait de l'eye tracking sur une stratégie de lecture. Donc on avait un petit texte qui s'appelait le pousser où on demandait aux enfants de lire. Et du coup, les enfants, après, on les interrogeait. Donc on leur disait, mais qu'est-ce que tu as retenu de ce texte? Un jour, bêtement, je ne sais pas pourquoi, j'ai prévenu un des enfants que j'allais lui poser des questions avant. Après, justement. Donc je l'ai prévenu avant de faire la lecture, L'évolution. que je vais poser des questions après. Et là, il a complètement changé sa manière de regarder, puisque les temps de fixation, le temps qu'il mettait à capter les informations et surtout à les mémoriser était beaucoup plus long. Et finalement, sa stratégie d'exploration était différente. Donc, l'intention détermine ta manière de déplacer tes yeux. Et notamment sur le temps de fixation, notamment sur le temps de captation et d'imprégnation de l'information. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est quand même con, parce qu'on est juste en train d'étudier la qualité des mouvements oculaires, alors qu'en fait, cette qualité des mouvements oculaires, elle est prédéterminée par l'aspect cognitif, et notamment l'intention qu'il va donner sur l'exercice qu'on est en train de lui donner. Donc c'est là où je me suis dit, mon métier ne suffira pas. Mon métier ne suffira pas parce que je fais que survoler le problème et je fais finalement que regarder des choses qu'on m'a apprises hein, et qui sont super intéressantes. Mais finalement, je rentre pas dans le cœur du sujet. Et le cœur du sujet, c'était la cognition. La cognition, c'est une fois que l'entrée visuelle, une fois que l'information rentre dans ton cerveau, ce qu'on appelle une afférence, qu'est-ce que tu en fais, comment tu la traites, quelle est la stratégie de ton cerveau pour réussir à capter cette information, à la visualiser, parce que toute interprétation enfin, on interprète, hein, le cerveau, il interprète une image. On voit tous une image différente. Mhm. C'est le problème de la robe marron qu'on a pu voir sur Facebook pendant un moment. On la voit tous différemment. Et ben, c'est exactement ça. C'est de voir un petit peu quelle est la cognition et quels sont les processus cérébraux qui vont aller du moment où ça rentre dans le cerveau, l'information visuelle, le moment où elle est traitée continuellement, parce que tu as des phénomènes de feed-forward et feedback, donc ça va dans les deux sens. Et ensuite, qu'est-ce qui va amener à l'action motrice? Et c'est là où moi je suis nul pour le reste. Moi je m'arrête à l'action motrice. Dès qu'on commence à avoir un mouvement ou dès qu'il y a une prise de décision, moi ce qui m'intéresse c'est le raisonnement. C'est vraiment qu'est-ce que tu veux en faire de cette info, comment tu la traites, qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce que je peux améliorer dans ce traitement de l'information. Et ensuite l'action motrice,
m'intéresse en termes de déclenchement, mais après, la qualité du déplacement, moi, je suis pas fait pour ça. C'est vous qui êtes là pour m'aider, les gars, parce que je suis pas du tout un biomécanicien, je suis pas du tout un technicien, un tacticien. Le sport ne m'intéresse absolument pas. Je n'y connais rien en sport. On m'a poussé à rentrer dans le sport, j'en voulais pas du tout. Ok. Aujourd'hui, c'est mon activité principale et je prends beaucoup de plaisir à travailler avec des athlètes, mais au final, je ne reste pas passionné par le sport. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la performance de manière générale. Et c'est Ouais. aussi pour ça que je travaille encore avec des enfants et avec des personnes plus âgées ou avec la pathologie. C'est parce que apprendre à lire, c'est comme apprendre un sport. C'est de la plasticité. C'est comment tu réorganises et tu crées au départ des neurones pour ensuite être capable de faire des choses. Et ensuite, comment tu vas, au lieu de prendre une petite route pour aller du point A au point B, comment tu peux créer une autoroute pour aller capter plus d'informations et être plus efficace. Donc mon travail est vraiment sur la cognition et c'est en ça que j'ai fait évoluer mon métier sur de la neuroscience pour aller travailler, pour aller gratter un peu plus sur le domaine cognitif. Ok, mais c'est intéressant parce que tu parles du cerveau et je me rends compte que maintenant, c'est vraiment le point central de n'importe quel professionnel de santé et du sport où on se dit ben, finalement, la commande motrice, c'est le cerveau et la problématique ou vraiment le fer de lance de notre rééducation, de notre préparation physique, de notre préparation mentale et enfin voilà, tout ce dont on va faire avec une personne et là très spécifiquement avec un sportif, finalement, à un moment donné, on va s'intéresser au cerveau. Et j'aimerais revenir sur l'aspect rééducation. J'imagine que quand un sportif est blessé, eh ben justement, il va plus être autant stimulé par son environnement qu'est le sport. Donc forcément, son champ périphérique va, je l'imagine, et tu vas me dire ce que tu en penses, va se réduire. Déjà, si oui, comment ça va se réduire? Quel est le délai jusqu'à avoir une vision qui soit déficitaire véritablement, on va dire? Et ensuite, ben, quelles sont les choses qu'on pourrait mettre en place pour éviter cela? Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps et en plus de ça, le cerveau est plutôt bien fait parce que le cerveau, c'est un flemmard. Ok. Si moi je te fais développer des stratégies d'exploration qui sont plus écologiques, si je montre à ton cerveau qu'on a créé une autoroute pour aller du point A au point B sans passer par les routes de campagne, en règle générale, il y reprend plus les routes de campagne. C'est un malin D'accord. parce que c'est un flemmard, il consomme moins d'énergie. Donc, si jamais je vois plus un athlète pendant 2 ans et que je le revois 2 ans après, les stratégies qu'il va mettre en place font qu'il n'aura pas le score basal de merde qu'il avait la première fois où on s'est rencontrés. La chose qu'il va perdre principalement, c'est l'endurance, c'est-à-dire combien de temps il est capable de gérer une situation environnementale tridimensionnelle qui va dans tous les sens et qui va vite. Et là, pour le coup, il va vite s'épuiser et il va vite se cramer, il sera vite en effet de saturation et il va perdre en lucidité. Et voilà, c'est plutôt ça finalement qu'il va perdre. C'est plus un élément d'endurance. D'ailleurs, les pilotes automobiles, les pilotes de moto que je vois régulièrement, donc ils font plutôt des sports de vitesse, où le cerveau est extrêmement stimulé sur la vitesse, je les Mhm. vois en règle générale tous les 2 mois, grand maximum 3 mois, pour faire une piqûre de rappel. Parce que là, ce qui les intéresse, eux, c'est pas juste de se sentir bien, d'avoir un peu de slow motion, et puis au bout d'un moment, que ça se dissipe. Ce qui les intéresse, c'est de rester performant et de maintenir justement un haut niveau de traitement visio-cognitif. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui va diminuer. Mais après, le champ périphérique, ou en tout cas l'attention que tu vas développer dans ton champ visuel périphérique, le cerveau, il va vite revenir dessus. Il va très très vite de revenir dessus. C'est con, c'est un gros euphémisme ce que je vais dire, mais dans le cerveau a une mémoire, il va se rappeler comment il fallait faire. Après, c'est D'accord. plutôt si moi je te prépare un tout petit peu en amont sur la fin de ta blessure, et ben là par contre, voilà, tu vas être bien quand tu vas retourner sur le terrain. Et même j'ai même des équipes qui m'envoient des joueurs qui ont été blessés et souvent multi-blessés parce qu'ils se rendent compte que les joueurs ont tendance à se reblesser au même endroit. Souvent parce que quand ils reprennent le sport, ils ont tendance à se focaliser sur leur douleur, leur déficit et surtout ce qu'ils ont ressenti. Ils ont peur que ça leur arrive et à force d'avoir peur que ça t'arrive, et ben ça va leur arriver. Et moi, je suis un peu un prestidigitateur pourri. C'est-à-dire que moi, je vais concentrer ton attention sur autre chose. Je vais montrer à ton cerveau qu'il est capable de mieux traiter les informations. Ton joueur qui est revenu de blessure va aller sur l'entraînement, va aller sur le terrain. Et là, il va avoir des nouvelles perceptions et il va se concentrer là-dessus. Il va se dire, wow, mais j'ai jamais vu comme ça sur les côtés. Je me sens beaucoup mieux. Je traite plus d'informations. Je me sens bien. Et en fait,
c'est là que je suis un prestidigitateur pourri, c'est parce que je vais focaliser l'attention de l'ancien blessé sur des choses qui sont très positives parce que bah, c'est des nouvelles sensations qu'il a, c'est un nouveau traitement cognitif qu'il a. Et du coup, il va complètement oublier sa blessure et il va zapper, il va passer à autre chose. Et en fait, c'est là où il va justement retourner sur le terrain et performer comme il faut. Donc voilà, l'aspect sur la diminution de l'attention dans le janvier périphérique n'existe pas vraiment. Même s'il reste sur son smartphone tout le long, il en faut plus que ça pour être bien plus pourri que ça. Parce que en règle générale, c'est des mecs qui s'entraînent pendant des années. Même si tu t'arrêtes pendant quelques mois, eh ben, tu perds quand même difficilement la stratégie d'exploration que tu avais. On n'a jamais vu un joueur qui s'était arrêté pendant 8 mois parce qu'il a eu une chirurgie de l'épaule, ça a été compliqué. Et quand il revient, il est complètement perdu là où il est. Ok. Ça s'est jamais trop vu. Déjà, on les athlétise correctement. Vous les athlétisez super bien, donc en règle générale, il risque pas grand-chose par rapport à ça. Et puis, il y a une progressivité qui est proposée dans l'entraînement qui fait que on va jamais envoyer un mec au casse-pipe. Donc, le but, voilà, c'est vraiment de lui faire maintenir ces choses-là. Après, j'ai eu un cas, une fois, un cas un peu particulier qui était assez étonnant. Un skieur blessé qu'on m'envoie, et en fait, qui voyait pas grand-chose. Donc, il est en fin de blessure, en fin de récupération. On fait tout pour qu'il voit vraiment correctement. Avant, il voyait difficilement, donc il avait une acuité visuelle de merde de loin. Il remet ses skis, il se met en haut de la descente, et là, il a peur. Et il se dit, ah non, je peux pas. Non, je peux pas descendre, c'est beaucoup trop beau, c'est pentu et c'est glacé. Et on le regarde, ses coachs le regardent et ils disent, mais c'est ce que t'aimes d'habitude. Et là, il fait, bah non, non, j'aime pas ça du tout. Et en fait, il s'était jamais vraiment rendu compte de la perspective qu'il avait de voir aussi bien et aussi loin. Et du coup, il a fallu qu'on le rebrouille un tout petit peu, qu'on le redébrouille petit à petit sur 9 mois pour que son cerveau accepte et surtout qu'il n'ait pas peur finalement de la pente, qu'il n'ait pas peur de la glisse. Et pour que finalement il soit pas juste au réflexe, mais qu'il soit plus dans l'anticipation. Et là, par contre, c'est tout un travail justement de la cognition, justement pour que son cerveau soit capable d'être non plus dans le réflexe au dernier moment, parce que je perçois les choses bah, vraiment au dernier moment, mais plutôt dans l'anticipation de, voilà, je vois mon parcours, je vois très loin, je vais regarder plusieurs portes, et du coup, bah, je suis dans la maîtrise et je vais bien ce que je fais. Ah, c'est assez passionnant ce dont ton témoignage là, effectivement, de se dire que avec une meilleure vision, du coup, il avait plus d'appréhension et qu'il était, si je puis dire, moins casse-cou. Et c'est Sur fou le quand même. mondial, hein. Sur un mondial. Ouais, C'est quelqu'un de connu sur un mondial. ok. Donc on a parlé d'évaluation et bien évidemment, il y a des évaluations que tu vas faire bah, dans ton cabinet, en laboratoire, de manière isolée. Est-ce qu'il existe des évaluations de manière écologique, c'est-à-dire dans la pratique sportive? Souvent, les coachs qui connaissent bien leurs joueurs, qui connaissent bien leur métier, ressentent des choses. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ils peuvent ressentir qu'il peut y avoir un problème. Moi, j'ai eu souvent des coachs qui ne connaissaient pas vraiment le métier, qui me faisaient intervenir pour dépister toute une équipe. Et en fonction des joueurs où j'ai pu trouver des problèmes, les coachs me disaient, mais c'est dingue, je savais qu'il y avait un problème, je ne savais pas comment l'expliquer. Une fois que ces coachs sont sensibilisés, ou même juste quand je fais des conférences, quand les coachs sont sensibilisés, ben, les mecs, ils pensent tout de suite à certains de leurs joueurs. Ouais. Et ils me les envoient. Et 9 fois sur 10, ils ont raison. Le mec avait bien un problème visuel. Et du coup, c'est plutôt la sensibilisation qui permet justement de faire ressentir que tu fais une action motrice, tu prends une décision parce que tu vois. C'est parce que tu lèves le matin et que tu ouvres les yeux, que tu connectes ton cerveau visuellement à plein de choses, que tu vas intervenir, que tu vas agir, que tu vas interagir avec ton environnement, jusqu'au moment où tu vas fermer tes yeux pour reposer ton cerveau. Et cette afférence visuelle, cette connexion que tu as avec ton cerveau qui capte l'information, elle est méga importante. Sur les 5 sens qu'on a, 85 à 90% du traitement du cerveau, sur tous les sens, c'est de la vision. Donc ça prend une place énorme. Et en plus de ça, les zones où les choses sont traitées vont être un peu vont être un peu différentes en fonction de la tâche à accomplir. Donc c'est là où ça m'a vraiment intéressé de me dire ah ouais ça se passe au niveau occipital alors qu'au niveau temporal bah voilà, enfin, il y a plein d'éléments en fait qui font que même quand tu bouges les yeux, moi quand j'ai appris le schéma de l'oculomotricité que j'étais un jeune orthoptiste, ça me passionnait de me rendre compte que ça impliquait tellement de zones du cerveau.
Ça Mm. partait par l'arrière, ça allait jusqu'au frontal, ça repartait sur les côtés. Dès que tu étais sur du mouvement, eh ben, c'était au niveau pariétal parce que les premières informations que tu as, elles sont de pas très bonne qualité. Et puis c'est celles-là qui vont déterminer que tu as une action motrice un petit peu réflexe. Et qu'ensuite tu vas avoir des informations un peu plus qualitatives avec les couleurs, avec la précision qui vont intervenir sur une autre zone du cerveau et que tu vas comparer avec les premiers éléments que tu as. Enfin, c'était passionnant. C'est là où je me suis dit, waouh, finalement, c'est peut-être ça qui va m'intéresser. Et à côté de ça, je lisais un bouquin qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, qui est un très vieux bouquin d'un psychologue américain sur une personne à qui il avait des échanges pendant des consultations. Le mec était très cohérent, tout allait super bien, et quand il part, sa femme arrive pour le raccompagner, et là, il essaie d'attraper la tête de sa femme, et il essaie de mettre la tête de sa femme sur sa tête. Et le médecin l'arrête en lui disant, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui va pas? Et le gars lui dit, bah, je suis en train de prendre mon chapeau. Et en fait, il voyait la tête de sa femme comme un chapeau. Donc c'est une forme de prosopagnosie en fait, mais très poussée avec un véritable déficit. C'est un problème de Ok. reconnaissance du visage, un problème de reconnaissance tout court de la tête. Et voilà, c'était quelqu'un qui était très cohérent, mais qui avait ce problème de manière très isolée, ce qui est très rare hein, en règle générale d'avoir ce type de problème neuro-ophtalmologique. Mais voilà, je trouvais ça passionnant et je me dis waouh, mais cette interprétation-là, elle est top. Si elle peut être biaisée comme ça, et vu que le cerveau interprète des choses, interprète tout le temps des choses, ça veut dire qu'il est biaisé tout le temps et de travailler sur la diminution des biais pour amener de la qualité, bah, je suis presque sûr que tu peux améliorer la prise de décision. Et ça a été là tout le sujet de mon travail avec ces premiers enfants où je me disais que bah, quand je lui pose la question et que je lui explique que je vais l'interroger juste après, il va plus regarder pareil. Et ben c'est là où j'ai fait tout le lien en fait, où je me suis dit waouh, faut que je vois les choses un peu différemment, il faut que j'arrête d'avoir ces œillères parce qu'au final, je n'arriverai pas à faire comprendre à mon athlète comment lui, il faut qu'il ait plus d'œillères. Mm. Ok, je vois. On a parlé de foot, on a parlé d'auto, on a parlé de rugby, mais je sais aussi que tu travailles avec la moto GP, avec la team Zarco. Et il y a un fameux documentaire Canal où on te voit travailler avec un de ces athlètes, justement avant une course. J'aimerais que tu puisses nous parler de l'intérêt de faire ce travail-là. Et voilà, tout simplement. Volontiers, volontiers. Alors c'est vrai que j'ai découvert la MotoGP avec Johan Zarco. Avant, je connaissais juste, ben, je travaillais un peu en supercross et en motocross sur les mondiaux aux États-Unis et en Europe, ce que je trouvais déjà assez passionnant. La MotoGP, c'est voilà, c'est la Formule 1 un peu c'est vraiment la moto de course quoi. Ça va très vite, Mm. ça va très loin. Les mecs qui se penchent à je sais pas combien. Enfin, pour moi, l'aspect neurovisuel était génial parce que là, ça fait intervenir non seulement des grandes capacités de traitement de l'information, mais en plus de ça, il y a tout le système vestibulo-oculaire. Quand tu penches la tête, que tu es sur ta bécane, comment tu interprètes le monde, comment tu remets le monde droit quand tu as Ouais. besoin, quand ça vibre. Enfin, il y a vraiment plein d'éléments, plus les contraintes physiques qu'il y a que je peux retrouver pas mal sur les pilotes de chasse, justement, avec accélération, décélération. Enfin, voilà, c'est plein de contraintes, justement, notamment dans la stabilisation du regard, que je trouvais vraiment super intéressante. Et il y a tout cet aspect activation qui faisait bien marrer tout le monde quand j'ai commencé avec Romain Grosjean il y a 8-10 ans. On se foutait de notre gueule à l'époque parce que je le faisais jongler, on mettait la musique à fond, on était des gros débiles, hein, attention, hein, j'assume tout à fait le fait que je suis quand même un gros débile en action dans ce genre de situation parce que je me prends pas au sérieux et puis parce que je vois pas, peut-être pas le danger ou peut-être que je me rends pas compte du niveau d'élitisme que représentent ces sports, mais au début, ça faisait marrer tout le monde, et moi, je trouvais ça tellement bizarre qu'on connecte tout le système ostéo-ligamento-musculaire, qu'on essaie de connecter le corps humain de l'athlète avant un événement sportif, et on pensait pas à la commande. La commande, pourtant, elle est en amont, c'est-à-dire c'est parce que tu perçois, et c'est parce que tu traites ensuite l'information que tu vas agir. Donc, si jamais tu chauffes pas l'ordinateur qui va te permettre d'avoir un effecteur, d'avoir ben, un système qui va permettre une action motrice, eh ben, je trouve ça un peu dingue. Et du coup, voilà, donc on a commencé avec quelque chose de tout simple qui était le jonglage, parce que dans le jonglage, c'est vraiment l'activation de l'humanitaire, hein, c'est vraiment trois balles, et avec ça, tu vas anticiper une trajectoire, tu as de la coordination en humain, tu as de la perception de la profondeur, tu as de la concentration, on fait des tricks, on fait des trucs, avec Johan Zarco, on s'éclate, on fait du passing, c'est-à-dire que lui, il jongle, moi je vais lui choper ses balles, et je continue son jonglage, lui il va aller choper les miennes, il va continuer le mien,
on est sur du temps de réaction, on est sur de la réactivité, il y a plein de choses dedans. Après, je lui propose d'autres choses, hein, notamment tout ce qui est avec le casque de réalité virtuelle, la distribution de l'attention, l'augmentation de la vitesse de traitement cérébral, des informations dynamiques, mais c'est vraiment comment on va faire chauffer le cerveau, puisque c'est lui, au final, qui va prendre la décision parce qu'il a perçu et parce que il a mis en place des éléments de tout ce qui est visio-spatial, son point de freinage. Il y a plein d'éléments qu'il va aller chercher sur la piste. Avec Johan, j'ai eu cette chance de faire les track walks, de venir un jour avant les premiers essais et d'aller Mhm. marcher au bord du terrain. Et ben, c'est mon moment préféré avec Johan Zarco. Déjà parce que Johan, c'est un technicien. C'est un mec adorable. Déjà, je dois vraiment dire que j'ai beaucoup de chance de bosser avec lui parce que c'est un mec d'une gentillesse et d'une humanité comme on peut rarement en voir. Et en plus de ça, il est dans le partage. Et il se trouve que il se moque pas de moi. Il sait que je suis nul. Et en plus, je le revendique. Je revendique ma nullitude, ma nullité. Vraiment parce que voilà, j'assume le fait que j'y comprenne rien. Et lui, il me reprend tout à la base, à chaque fois. Comme Marion Grosjean qui m'expliquait les couleurs des drapeaux, je disais, mais pourquoi il y a des drapeaux bleus? Mais pourquoi je capte rien du tout à votre sport? C'est chiant. Et en fait, voilà, je découvre à chaque fois comme les yeux d'un enfant et ça fait travailler ma plasticité, donc ça, c'est ce que je préfère dans mon travail. Ouais. Mais voilà, d'avoir cette capacité de voir ce qu'il a besoin de voir, d'aller chercher les éléments qu'il va repérer sur la piste et d'ensuite de travailler ces éléments sur l'activation pour permettre à son cerveau d'aller capter ces informations qui l'intéressent, lui particulièrement par rapport à d'autres pilotes, pour qu'il soit plus performant, et ben c'est génial. Eh ben, c'est génial. C'est de la recherche clinique appliquée. C'est voilà, c'est de l'eye tracking sur des situations de prise d'otage. On est sur site quoi. On est au cul de la vache quoi. On est à l'endroit où il faut être pour comprendre des choses, pour faire des essais, pour avoir un mec qui a du ressenti, qui va te faire modifier tes protocoles. On a 3 séances d'essais dans le week-end pour améliorer le protocole, pour que le samedi, quand on fait les qualifs et la première course rapide, il faut que tout soit en place. On n'est pas tous les jours dans les mêmes éléments. On est en Malaisie, il y a de l'humidité à 90%, il fait putain de chaud, ça peut péter un orage au dernier moment. Enfin, il y a tout qui peut se produire. Et en ça, si tu prépares ton cerveau à ce que tout puisse se produire et qu'en plus de ça, tu lui amènes du confort dans l'interprétation de ce qu'il a à voir, eh ben c'est le gavage. Eh ben c'est le petit plus que tu as sur un départ, sur le fait que tu n'as plus besoin de bouger les yeux pour regarder les feux, tu n'as plus besoin de bouger les yeux pour voir les mecs se dépasser autour de toi, tu les ressens, tu es confortable dans ce que tu fais. Et du coup, tu peux te permettre peut-être des choses que tu n'as pas l'habitude de te permettre sur un dépassement un petit peu litigieux, sachant qu'on est face à un pilote qui est très respectueux des autres pilotes. C'est pas un mec qui va foutre des coups de coude, Mm. voilà, il va pas chercher à faire tomber les mecs. Au contraire, il va essayer de sauvegarder les pilotes autour de lui. Et je respecte beaucoup ça en lui, parce que ça, déjà, c'est vraiment la traduction de toute son humanité hors de son sport, à l'intérieur de son sport. Et en plus de ça, eh ben, ça fait de lui quelqu'un voilà, qui a tendance à faire attention aux autres et qui veut gagner en étant classe, en travaillant dans les règles de l'art. Et je trouve ça vraiment classe. Donc, c'est une belle association qu'on a tous les deux. On devait juste bosser une saison parce qu'on pensait que ça allait être sa dernière. Il voulait s'éclater. Et là, bah, malheureusement pour lui, il vient de re-signer pour plus que prévu. Donc voilà, l'aventure continue dans la MotoGP et je me régale d'avance. Moi, trop cool, c'est top. Et justement, bah, si on fait le parallèle avec d'autres sports, et notamment un sport collectif qui, on va dire, est diamétralement opposé à la MotoGP, aujourd'hui, c'est pas des choses qu'on retrouve, ou en tout cas pas à ma connaissance. Est-ce que, selon toi, il y a des choses à faire à ce niveau-là? Et si oui, qu'est-ce que tu conseillerais finalement au staff qui travaille avec des sports collectifs? Ça vient petit à petit. J'ai souvenir de Pierre Mignoni quand je suis arrivé au Lourd Rugby qui disait mais putain j'ai l'impression que c'est un cirque ici maintenant avant les matchs. Donc au début, il trouvait ça un peu tout fou. Puis finalement, il est venu à mon labo, on a fait le bilan sur lui, on a fait une séance, il a compris un peu ce qu'on bossait. Et après, il n'y avait plus aucun problème pour que les mecs jonglent, pour que les mecs jouent avec des neural trainers, avec des lumières, pour travailler un peu sur le temps de réaction, pour travailler sur plein de choses. Et non, ça peut se faire au niveau collectif. On a mis ça en place justement avec l'équipe de France féminine de handball en préparation des championnats du monde. On l'avait déjà fait sur la préparation des JO, des derniers JO. C'est des choses qui peuvent être mises en place. Cléopâtre Darlu, justement, est une des joueuses qui était une des premières à me poser beaucoup de questions par rapport à ça, qui s'est Ok. mise à jongler avant tous les entraînements, avant tous les matchs, à se rendre compte que bah, elle se sentait beaucoup mieux, qu'elle était capable d'être plus alerte assez rapidement, notamment sur les premières phases de jeu. Et du coup, tu as peut-être des postes qui réclament un peu plus ça, comme la charnière sur le rugby, ou les arrières qui doivent, voilà, qui sont sollicités sur des moments où ils doivent être déterminants.
Et voilà, c'est peut-être justement des choses sur lesquelles on peut bosser. Et je sais que de plus en plus, individuellement, ça intéresse les joueurs, mais que collectivement, de plus en plus, on me demande de faire de la sensibilisation auprès des joueurs pour leur faire se rendre compte que même si je peux pas être avec eux sur un Grand Prix comme je peux le faire avec des pilotes, eux peuvent le faire de leur côté en mettant en place des petites choses. Et vraiment, le premier conseil que j'ai donné souvent, c'est apprendre aux joueurs à jongler. Parce que dans le jonglage, il y a presque tout dedans. D'accord. Et voilà. Et peut-être que tu as l'impression d'être dans un cirque, ou en tout cas le coach a l'impression d'être dans un cirque avant l'approche d'un match. Mais quand il voit ces mecs performer dès les débuts, ou en tout cas dans les premières minutes, et que ces joueurs peuvent prendre l'ascendant sur un début de match, et ben, c'est des choses qui sont un peu plus régularisées. On les autorise un peu plus à faire ça. La seule chose et la seule règle, c'est qu'il faut que ce soit fait en tout dernier. C'est-à-dire que moi, quand je travaille avec des athlètes, je suis la dernière personne qui va toucher à l'athlète. Parce D'accord. que tu peux t'échauffer physiquement, le temps que ton échauffement physique redescende, ça met un petit peu de temps. Alors que l'échauffement cognitif va diminuer et va partir plus vite. Donc D'accord. souvent, on fait ça dans les 20 minutes, grand maximum, avant le début d'un événement sportif, pour tout ce qui est perceptivo-cognitif. Ok, d'accord. Tu vois, c'est des choses que j'avais pas du tout en tête. Et tout à l'heure, tu as parlé de Cléopâtre Darleux, qui est la gardienne de l'équipe de France de handball. Et on t'a vu travailler avec elle dans le documentaire sur Aux Jeux citoyens suite à une commotion cérébrale. Et j'aimerais qu'on parle de ce sujet-là. Comment tu accompagnes tes athlètes en orthopsie, tout simplement? Ok, alors, en orthopsie pure, le rôle de l'orthoptiste, il est déjà de vérifier la qualité optique. Aujourd'hui, dans les nouvelles recommandations que j'ai pu participer pour les nouvelles recommandations de la Ligue nationale de rugby, on demande aux médecins, suite à une commotion qui a un petit peu de difficulté à passer naturellement, à vérifier que la qualité optique est présente. Si c'est pas le cas, on met en place une correction optique. Là, en ça, l'orthoptiste, il a tout son rôle à jouer. Parce que même sur une petite métropie, c'est-à-dire une petite myopie, une petite hypermétropie, un petit astigmatisme, si on corrige ça sur l'athlète qui est commotionné, on va diminuer ses efforts d'accommodation, on va diminuer les efforts qu'il va faire pour jouer sur son cristallin, pour réussir à faire la netteté, et ça va favoriser la récupération. Ça me fera toujours penser, tout est parti d'un gardien de Ligue 1 que j'ai suivi pour ensuite une commotion cérébrale. Il était en syndrome post-commotionnel, donc ça veut dire que sa commotion ne récupérait pas naturellement suite à plusieurs semaines. Et il me disait, putain Romain, quand j'ai mon gamin sur moi, dans mes bras, le fait de regarder, ça me met mal à la tête. Et il me dit, putain, j'ai pas de problème avec mon gamin, je l'aime, mon gamin, il est tout jeune et tout. Je prends beaucoup de plaisir à être avec lui, mais il me met mal à la tête, mon enfant. Et c'est marrant parce que je dis, mais quand ton enfant est un petit peu plus loin, ça te dérange pas? Il me dit, ah non, il a aucun problème. En fait, il suraccommodait, il était un peu hypermétrope et astigmate, et il suraccommodait quand il regardait son enfant. Et il était en adoration devant son enfant, donc il passait du temps à le regarder. Et ça lui déclenchait des maux de tête. Et c'est un peu comme ça qu'on en est venu justement à proposer des corrections optiques, et on s'est rendu compte qu'on favorisait la récupération quand on proposait une correction optique même minime. Donc l'orthoptiste, il a tout son travail à faire là-dessus. Le deuxième point, l'orthoptiste peut des fois découvrir des insuffisances de convergence. Il ne faut jamais rééduquer une insuffisance de convergence sur un commotionné. Tous les Mhm. commotionnés qu'on a vus qui s'étaient fait éduquer par les orthoptistes ont déclenché des syndromes commotionnels. Certains même ont pu être provoqués par des rééducations orthoptiques. Donc l'orthoptiste, le seul rôle, qui est déjà super important s'il fait bien son travail sur la partie réfractive, c'est de lui proposer une correction optique et de la surveillance. Après, moi, en tant que clinicien en neurosciences dans mon laboratoire, je propose d'autres choses. C'est un peu ça que je souhaite vraiment former les orthoptistes à faire ça. Mais pour D'accord. l'instant, cette pratique, elle est absolument pas démocratisée et il ne faut pas envoyer des commotionnés se faire traiter par les orthoptistes. Se faire dépister, oui, mais se faire traiter, c'est radicalement interdit. Ok. Et ça fait partie des nouvelles recommandations de la Ligue nationale de rugby en France. On est même un peu en avance par rapport à World Rugby qui va commencer à se caler, je pense, sur les nouvelles choses qu'on a mis en place. Ok, et justement, est-ce que tu peux nous parler de cette autre partie où tu accompagnes les athlètes là, en Ouais. post-commotion? Bien sûr. Alors là, par contre, j'ai utilisé ce qu'on m'avait appris en tant qu'orthoptiste sur la rééducation des problèmes de convergence. Quand tu as un problème de convergence et que tu es orthoptiste, eh ben, tu vas déjà dépister cette insuffisance, tu vas la mesurer et ensuite tu vas proposer des exercices de convergence progressifs. Alors, il y en a qui donnent des exercices à la maison, moi je suis pas du tout fan. Je préfère que l'orthoptiste fasse son boulot en étant face à son patient et lui le fasse converger et le fasse diverger, dose bien la charge qu'il a à faire pour que le patient ait le moins de maux de tête après les séances.
Et D'accord. c'est parti de là. Et là, je me suis dit, ben tiens, moi, ce que je vois maintenant dans mon laboratoire de sciences cognitives, c'est que les mecs, ils ont des déficits sur le fait de devoir traiter des informations et de trouver des solutions, de raisonner. Et je me suis dit, bah, puisque j'ai trouvé les problèmes, puisque j'ai trouvé quelles tâches provoquaient ces symptômes, eh ben, je vais y aller tout doucement et je vais réhabituer le cerveau à travailler sur ces tâches qui emmerdent le cerveau. Et c'est toujours un combat que l'athlète a à mener, surtout sur les syndromes post-commotionnels qui sont longs, de se dire, bah, je vais avoir mal en sortant des séances. Et là, le but, c'est justement de proposer progressivement une rééducation en stimulant. Donc, c'est toujours sur les stimulations visuelles que j'ai des tâches exécutives et je propose un travail à faire, un travail de raisonnement. Et on va réhabituer le cerveau à traiter ça. Alors, il y a quelques médecins aujourd'hui qui pensent qu'il y a une diminution notoire des performances cérébrales. C'est pas tout à fait vrai, parce que quand je teste des gars que je suis pour de la performance sur le neurotracker, par exemple, et qu'ils ont une commotion cérébrale, j'en ai même suivi plusieurs qui ont eu plusieurs commotions cérébrales, t'as presque jamais de diminution des performances sur le neurotracker, t'as presque jamais des problèmes purement cognitifs, sauf des choses un peu particulières, on pourrait y revenir si tu veux. Mais en gros, c'est plutôt le cerveau qui refuse de bosser. Il est toujours capable de faire les choses, mais c'est plutôt qu'il refuse de bosser. L'énergie qu'il va délivrer dans le traitement de la tâche n'est plus acceptée par le cerveau, du coup, symptôme. D'accord. Et voilà, mon but, c'est justement de proposer ces tâches et de le faire progressivement, comme je le dis en tant qu'orthoptiste sur une rééducation de la convergence. Et de se dire, je vais bien doser, je vais bien monitorer mon patient pendant toute ma séance, et je vais faire accepter à son cerveau des choses qu'il n'a plus envie de faire. Les choses qu'ils ont tendance parfois à perdre au niveau cognitif, c'est la mémoire à court terme, la concentration et la gestion des éléments de profondeur dans un environnement dynamique. Typiquement, tu l'envoies à Leclerc un samedi après-midi quand il y a toutes les familles qui vont faire leurs courses. Et là, le patient, il n'en peut plus. Il n'en peut plus parce qu'il a trop d'informations, il a trop d'éléments à gérer, c'est trop dynamique, il doit trop distribuer son attention. Et au final, il va se mettre des œillères, il va en faire le moins possible, et il va se barrer en courant parce qu'il n'est plus capable de traiter ces informations. Donc voilà, c'est vraiment un effet de saturation. Moi, je travaille beaucoup sur les effets de saturation, notamment avec l'armée, c'est quelque chose qui m'est souvent demandé, parce qu'on aimerait avoir des marqueurs de la saturation. Tout cerveau à un moment va saturer. Tout cerveau à un moment va dire putain là j'en peux plus là. Et là du coup les vitesses vont diminuer. Moi je travaille là-dessus. Je travaille sur jusqu'à combien de temps tu vas saturer, jusqu'à combien tu vas diminuer pour réussir à monter et à être capable de nouveau performer au niveau visio-cognitif. Quels sont les systèmes que tu mets en place, quel va être ton épuisement par rapport à tout ça. Et le rapport avec la commotion, c'est ça, c'est de faire un peu ce travail, mais face à un véritable problème qui est le déclenchement d'un symptôme dû au fait que le cerveau n'a plus envie de traiter les informations. Donc mon travail, c'est ça, c'est de réhabituer gentiment le cerveau à bosser alors qu'il a plus envie d'en foutre une rame. Ok. Et du coup, à quelle fréquence tu consultes avec ces sportifs en post-commotion? Idéalement, quand ils sont sur le bassin géographique sur lequel je travaille, on essaie de les voir, allez, une, deux fois, trois fois par semaine. Souvent, il y a deux fois par semaine. J'aime bien leur laisser un temps de récupération. C'est comme toute performance, hein, même la performance pure, hein, la Mhm. récupération fait partie de la perf. Hein, donc, il y a besoin de récupération. Après, j'ai des mecs qui viennent de loin, parfois. J'en ai eu un là, qui est venu un peu de loin, on peut en parler parce qu'il a parlé devant des caméras. C'est Dylan Ferrandis, un grand champion de motocross, supercross aux États-Unis. Où là, bah voilà, le mec vient de loin, il ne peut pas passer des mois avec moi, et du coup, bah, c'est l'occasion de lui proposer un protocole un peu plus intensif, où là, on fait deux, voire trois séances grand maximum dans la journée. C'est énorme pour un cerveau commotionné. Et là, moi, je prends beaucoup de pincettes, parce que là, c'est moi qui mesure la récupération au sein même de ma séance. Hmm. Mais de manière super fine, parce que je sais que si j'y vais un tout petit peu trop fort, le mec, il va saturer sur plusieurs jours, je n'arrive plus à le toucher. Ouais. Donc, c'est comment être capable de faire ça. Et c'est en ça que j'explique à tout le monde, je sais qu'il y a beaucoup de gens, même des fois, on m'accuse de pas être assez, de pas proposer suffisamment encore aux orthoptistes ce type de formation pour la rééducation. Mais je vais prendre le temps de le faire. Je suis en train de la construire la formation et je vais faire ça vraiment bien. Parce que c'est tellement sensible et surtout, on est dans un milieu tellement judiciarisé. Moi, je travaille avec l'ASM depuis 2010. L'ASM, c'est le club sûrement dans les plus impliqués au top 14 sur le traitement de la commotion cérébrale et c'est celui qui a 3 ou 4 procès au cul. Eh ben, eh ben c'est eh ben, c'est chaud et on se rend tous compte que les impacts sont énormes, que la personne commotionnée qui va pas récupérer, déjà souvent, elle est en fin de carrière parce qu'elle est plus capable, elle est plus apte à pratiquer son sport, donc elle perd sa licence. En perdant sa licence, le club la regarde en disant bah, à quoi ça sert qu'on te fasse bosser, à quoi ça sert qu'on te paye puisque tu n'as plus de licence. Et voilà, il y a tout un effet de judiciarisation parce que bah, je comprends les joueurs
qui en plus souvent, bah, c'est des systèmes un peu compliqués, hein. Après, il y a plein d'histoires socialement, mais voilà, c'est très dur de perdre tout du jour au lendemain sur une blessure qui est invisible. Le problème de la commotion, c'est qu'elle est invisible. Tu peux Mm. faire tant d'imagerie que tu veux, il y a très peu d'imagerie qui sont impactées. L'IRM, le scanner, tout va très très bien en règle générale. C'est très rare de trouver des saignements, et quand on trouve, c'est des micro-saignements qui se résorbent dans les quelques semaines, voire quelques mois après l'impact, alors que parfois, les symptômes persistent. Donc, on est face à une véritable blessure silencieuse où même la plupart des sportifs que je vois me disent, mais moi j'ai vu 10 000 médecins, et ils me disent que c'est dans ma tête. Ils me disent que maintenant il faut que je prenne des antidépresseurs parce que c'est moi qui crée tout. Et en fait non, il crée rien du tout. Il a vraiment des déficits, il a vraiment des problèmes, il a vraiment des symptômes. C'est juste que bah, vu on n'arrive pas à mesurer, la commotion n'est pas encore reconnue par la sécurité sociale. C'est pas une Mm. pathologie, ça n'existe pas encore aujourd'hui. Ouais, c'est fou. On a un véritable problème par rapport à ça. Et je comprends aussi les médecins qui cherchent des choses organiques. Je ne peux pas leur en vouloir. Moi, j'en ai plein d'athlètes qui me disent, mais moi j'étais aux urgences, comme mon médecin l'a dit, et on n'a rien trouvé. Et ils m'ont dit, bah, mets dans le noir, soit à la cool, bois de l'eau, et tout va bien se passer, quoi. Ben non, ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Et du coup voilà, on a un vrai travail pluridisciplinaire à faire aujourd'hui, de sensibilisation des médecins, des praticiens, des paramédicaux, pour que chacun trouve sa place, pour que chacun surtout ne fasse pas du mauvais travail. On a eu on a eu des cas récemment de réathlétisation qui sont mal passés, hein, des patients qu'on avait pu rééduquer, ils vont super bien, ils ont plus de symptômes, on les réathlétise un peu trop fort et tout repart, mais comme s'ils venaient de retaper. Mm. Et c'est 5 mois de boulot qui sont foutus en l'air. Et c'est déprimant pour eux. Et c'est dur. Et voilà. Il y a beaucoup d'implications. Donc voilà, la commotion, c'est un sujet très vaste. On pourrait presque faire un podcast en entier là-dessus. Ouais, Parce qu'il y a carrément. tellement à dire. Il y a tellement à dire. Et il y a tellement à faire et de messages à transmettre que je pense qu'on n'arrivera pas en une seule soirée. Ouais, non, mais carrément, mais je suis content quand même de parler de ça avec toi par rapport à tes compétences et à ta profession, parce que c'est un sujet que j'évoque assez régulièrement dans le podcast, et je trouve que c'est intéressant de voir les différents intervenants parler de ça, que ce soit un médecin, que ce soit un kiné, que ce soit un orthoptiste, et je trouve que voilà, de rassembler toutes les informations. Et bah, j'espère, parce que bien évidemment, c'est quelque chose qui, comme tu l'as dit, n'est pas encore reconnu par la sécurité sociale. Finalement, c'est quelque chose qui n'est pas véritablement connu du grand public. Et on peut se retrouver avec des gens qui bon, bah, ont des commotions cérébrales et en fait ne savent pas du tout ce que c'est, qui vont avoir, voilà, dans mon entourage proche, j'ai une personne de ma famille qui a chuté à cheval et voilà, et ça a été normalisé. Et quand j'ai su ça, bah, je me suis dit non, mais pas du tout. Il va falloir que tu ailles voir un neurochirurgien et que tu sois prise en charge, etc. Et bien évidemment, comme c'est pas connu, bah, c'est très compliqué à faire comprendre aux gens, même d'un point de vue du travail, parce que forcément, ça a été un arrêt qui a été prolongé. Faire comprendre que tu ne peux pas travailler parce que tu as eu un coup à la tête, bah, il y en a certains qui vont pas le comprendre. Bien évidemment, là, c'était sur un choc, mais parfois, il n'y a pas de choc à la tête. Donc, c'est Bien. très problématique comme pathologie. Et, et je repense au médecin du Maroc qui, en 2018, a même secoué un peu un joueur. Et en fait, ça a choqué tout le corps médical et paramédical. Mais c'est des choses qu'on retrouve encore. Finalement, c'était pas si vieux que ça. Donc, c'est top qu'on ait pu échanger à ce sujet-là. Tout à l'heure, tu Il as faut savoir qu'il y a des parlé. références. Il faut savoir Pardon? qu'il y a des références. Il y a des médecins qui sont un peu spécialisés dans la commotion cérébrale. Et c'est eux qu'il faut aller voir en tout premier. Il y a le docteur Sherman à Paris, Oui. Jean-François Sherman. Il y a le docteur Broge, David Broge à Toulouse, qui est un référent pour la Ligue nationale de rugby, pour la Fédération française de football, pour le judo, pour plein de choses. Moi, je travaille beaucoup avec le docteur Romain Loursac, qui est un ancien Du joueur loup. du loup rugby et Mm. qui aujourd'hui est mon référent sur la commotion cérébrale. Il y a le docteur Abbott, le docteur Goldman, il y a à Clermont-Ferrand, il y a le professeur Dufour à Marseille, il y a des gens à Nice qui bossent super bien. Ce qu'il faut, c'est plutôt déjà avoir un bon chef d'orchestre. Le médecin là-dedans, c'est un chef Mm. d'orchestre. C'est lui qui va dire, écoute, par rapport à ce que tu as comme symptôme, tu vas aller voir un kiné vestibulaire parce que le problème vestibulaire il est majeur. Et tu vas aller voir un kiné vestibulaire qui est sensibilisé sur la commotion.
Mm. Aujourd'hui, moi, je travaille avec des kinés vestibulaires, j'en ai très peu depuis que je suis entré en France, ça fait que 2 ans que je suis en France, et j'ai déjà des personnes qui sont spécialisées là-dedans et que je réfère volontiers, quitte à ce que tu ailles faire des kilomètres. Et crois-moi que les athlètes qui sont vraiment impactés font ces kilomètres, et quand ils sont bien pris en charge et qu'ils ont des symptômes qui diminuent des semaines, voire des années après l'impact, waouh, on est bon. Des problèmes visuels, on me les adresse, des problèmes cognitifs, on me les adresse, mais enfin, ce qu'il faut, c'est des personnes qui comprennent la commotion. C'est le point numéro un, vraiment. Si je devais donner un conseil aujourd'hui sur comment on peut prendre correctement en charge une commotion qui n'a pas envie de passer, on est sur un syndrome post-commotionnel qui est long, on va voir un médecin spécialisé sur la commotion cérébrale. Et lui, il va te référer à des bonnes personnes. C'est ça le plus important. En plus de ça, il engage sa responsabilité là-dessus. C'est très dur, mais ces médecins-là prennent beaucoup de risques. Parce que c'est ces médecins-là qui sont les premiers Mm. enfin, sur qui on va taper quand les choses ne Mm. passent pas correctement. Donc, chapeau à eux, chapeau à tous les gens qui interviennent là-dedans. Par contre, que tout le monde comprenne bien que si on bosse sur la commotion, on prend des risques énormes. On ne peut pas jouer avec la commotion, on ne peut pas jouer avec la santé des joueurs et des joueuses, parce que les femmes sont d'autant plus impliquées et impactées sur les commotions cérébrales. C'est un vrai sujet. Les amateurs, j'en parle même pas. Enfin, voilà, il y a un vrai sujet. Donc, comme je te dis, il faudrait beaucoup de temps pour voir la transversalité de la commotion cérébrale. Si je devais te donner un conseil, c'est aller voir ces médecins dont je vous ai parlé. Ouais. Allez vous référer, faites des bornes, mais allez voir des gens qui comprennent la commotion. Ouais, bah parfait, ça je conseille. Et l'idée, c'est bien évidemment de vulgariser tout ça. Donc, ceux qui ont voilà, de près ou de loin des connaissances, voire même soi-même, moi, je pense que ce petit passage a pu grandement les intéresser. Euh, Tout à l'heure, on parlait bah, voilà, du sport d'un point de vue performance, et j'aimerais savoir comment l'orthopsie peut aider un athlète dans la prise de décision sous stress et sous fatigue. Alors là, c'est pareil. C'est l'orthoptiste en lui-même, tel que son décret de compétence le permet, va pas forcément pouvoir beaucoup travailler là-dessus. Même si aujourd'hui, les orthoptistes commencent à travailler sur des aspects neurovisuels sur le sport haut niveau. J'entends beaucoup d'orthoptistes qui achètent du matériel un peu spécialisé là-dessus. Ça commence à venir. C'est juste que pour l'instant, on est un peu hors nomenclature. Et Ok. je pense que c'est un développement qui va être fait. Alors, c'est orthoptistes qui font déjà justement un peu le travail que moi j'essaie de faire en labo, ont beaucoup de mérite déjà parce qu'ils font comme moi il y a 10 ans, ils tâtonnent, ils cherchent des solutions à des problèmes. Et pour l'instant, on va dire que l'orthoptiste classique n'est pas vraiment en mesure de s'en occuper. Ça va être une nouvelle forme d'orthopsie ou de spécialisation que justement qu'on va développer, que moi je vais vraiment développer parce que ça fait longtemps qu'on me le demande. J'ai surtout passé beaucoup de temps à voir comment je pouvais organiser ce type de formation, et puis faire ça aussi avec les gens qui le font aussi parallèlement, hein. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas attendu pour être formées, pour déjà se former eux-mêmes, ou en tout cas pour essayer. Donc je dirais que l'orthoptiste classique, pour l'instant, n'est pas forcément la personne qu'il faut aller voir, sauf celui qui se spécialise sur le sport ou sur la performance en règle générale. Et si jamais, ben voilà, si jamais on travaille un peu comme je le fais dans mon laboratoire, moi je vais travailler sur différents aspects. Je vais plutôt parler de ce dont je connais, hein. Je connais pas encore le travail de tout le monde, mais moi je travaille beaucoup sur la stratégie d'exploration, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est cette capacité à déplacer les yeux correctement. Je travaille beaucoup sur l'anticipation des trajectoires. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de sport. Comment on est capable d'anticiper une trajectoire? Une petite étude qu'on a fait là, pour la FIA il n'y a pas longtemps avec un instructeur qui s'appelle Thierry Bernera, sur le déficit de stimulation des femmes à partir de l'âge de 16 ans et qui ont plus de difficultés à gérer des ballons aériens, notamment chez les gardiens de très haut niveau, sur la Coupe du Monde, hein. Il y a des statistiques qui ont été éditées. Donc l'anticipation des trajectoires et l'aspect de la profondeur. La profondeur, quand on la teste en tant qu'orthoptiste, on la teste de manière isolée et statique. Moi, je vois Ok. qu'il y a beaucoup de problèmes justement sur la gestion des profondeurs dans un environnement dynamique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel c'est intéressant de comprendre la gestion des distances et de savoir qui passe devant, qui passe derrière, les éléments justement d'aspect voilà, de ce qu'on appelle la théoscopie, de cette capacité à voir un univers en 3 dimensions. Il y a des aspects tels que alors, ce qui va intéresser, c'est la lucidité sous stress, sous fatigue. Donc là, c'est vraiment, j'ai fait ça avec mon pilote aujourd'hui, un pilote de Moto 2. Je le fais boxer, je le mets un petit peu en rouge, et puis ensuite, j'essaie de le faire travailler à traiter des informations pour lui faire comprendre que il va falloir qu'il mette en place des programmes de réserve, hein, pour réussir à rester lucide alors qu'il est complètement cramé. Mhm. Donc là, pour le coup, là, c'était un pilote de moto, donc je l'ai fait boxer. C'est pas des boxeurs, hein, donc ils montent très très vite dans les tours. C'est super Mhm. intéressant. Quand je fais ça avec Anthony Joshua, je fais mon mariole, je peux te dire. Mais voilà, il y a vraiment des éléments comme ça. Il y a la coordination œil-main. Il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect vestibulo-oculaire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup découvert déjà sur la F1, parce que je voyais que Romain Grosjean, il tournait à fond la tête dans les virages.
Donc je lui disais, mais du coup, ça te gêne pas? Il me dit, bah non, je le teste sur le neurotracker tête penchée, on se rend compte qu'il avait une diminution de 20 à 25% de ses capacités en termes de performance. Donc on a fait un véritable travail là-dessus, sur la gestion de comment tu replaces les choses droites au niveau vestibulo-oculaire, comment tous les capteurs que tu as au niveau de l'oreille interne vont influencer ça justement et comment tu peux le développer. Donc ça, c'est des évidemment. choses qui sont vraiment qu'on peut bosser. Mais voilà, c'est vraiment des aspects très neurovisuels au final. J'essaie d'isoler des éléments de la perception visuelle et du traitement de l'information au niveau cognitif, au niveau cérébral, et ensuite on essaie de le retracer sur un élément moteur qui va me permettre de voir si t'es meilleur ou si t'es pas, ou si t'es moins bon. Je te mets sur des plateaux de proprioception. Alors ça, c'est votre boulot. Moi, j'y connais rien en proprio. Mais moi, la proprio, elle m'intéresse parce que quand je t'ai bien vidé, que t'es en fin de séance, que je te mets sur plateau de proprio, et ben, tu as plutôt intérêt d'avoir un système bien écologique pour bien gérer. Parce que sinon, tu vas vite cramer, tu vas faire n'importe quoi, et au final, tu vas perdre ton équilibre. Et la perte d'équilibre est pour moi intéressante de me dire, ah bah voilà, là, trop consommé, mon grand. Ou là, tu vois, t'es en saturation. Et non seulement tu diminues les vitesses que tu es capable de traiter, mais en plus de ça, tu es plus capable de tenir droit. Donc voilà, c'est plein d'éléments comme ça qui m'intéressent. Euh, et après, c'est très dur de les isoler, hein, c'est très dur de les isoler, c'est très dur de parler ensuite de transfert. C'est une grande question qu'ont Ok. beaucoup d'équipes à très haut niveau en me disant, mais alors ton transfert, on le mesure comment? Bah, je sais pas, moi, mesure-moi la performance de ton athlète, hein. Tu vas me dire s'il est fort ou pas. Qu'est-ce que tu vas mesurer? Son temps d'action? Tu vas mesurer quoi? Le nombre de shoots qu'il a fait? Le nombre de shoots pourris? Mais est-ce que le nombre de shoots pourris, c'est dû au fait qu'il s'est pris la gueule avec sa copine juste avant? Enfin, voilà, il y a des éléments, c'est tellement multifactoriel au final que Mm. chaque personne a sa place dans une performance auprès d'un athlète. Le préparateur physique, le physio, le préparateur mental. Moi, je suis pas du tout préparateur mental, quoi. Je suis nul à chier, je suis pas psychologue, je suis pas fin psychologue du tout en plus, hein. Moi, à part te mettre de la bonne musique quand il y a besoin, parce que je suis passionné de musique, voilà, c'est là mon aspect psychologique que je vais faire rentrer là-dedans, hein. Spécial dédicace, Joanne Zarco par rapport au rock and roll. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, mais je pense qu'on a besoin d'être tous bien fités, qu'on a tous travaillé en collaboration. C'est un travail pluridisciplinaire. Le pilote, s'il est plus bon techniquement, il est plus préparé physiquement, il a beau venir chez moi, à mon laboratoire, ce sera une merde sur son sport. Mm. Parce que bah, ce qui passe en tout premier, c'est ça. Moi, je peux pas me substituer à ça. Moi, je suis un plus, en fait. Je suis un petit élément du puzzle. Mais je suis un élément externe du puzzle. Moi, je fais partie des angles que tu as dans le puzzle. Peut-être des choses que tu mets en tout premier, mais en fait, c'est pas dans la vraie vie. Ça se passe pas comme ça. Tu les mets en tout dernier juste parce que ça vient faire la beauté du puzzle. Mais il y a beaucoup d'autres intervenants qui passent avant moi. Ok, ouais, super intéressant. Et tu parlais de la gestion de la profondeur et de l'anticipation des trajectoires. Ça me fait penser à cette vidéo qu'on a pu voir passer il y a certain temps déjà, sur à l'époque où Cristiano Ronaldo était un jeune footballeur. Est-ce que tu vois Dans la le vidéo noir. dont je parle? Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et effectivement, est-ce qu'il y a un intérêt là-dessus? Alors, c'est ce qu'on appelle la prévisualisation. C'est-à-dire que il a regardé son but, il a regardé le départ du ballon, il a tellement l'habitude de voir des trajectoires de ballon que le mec, on le met dans le noir, et tout d'un coup, il est dans le noir, et il tape correctement, et il met un grand goal. Et ben, en fait, c'est l'aspect de se rendre compte comment le cerveau a été capable de traiter l'information malgré la coupure, le fait qu'on lui ait coupé sa vision. Euh, Ça, c'est des éléments qui vous intéressent beaucoup, vous les physios, de travail, les yeux fermés, les yeux ouverts, ça change complètement, parce que là, vous Mhm. travaillez complètement à proprioception quand vous avez les yeux fermés. Et ben lui, c'est ça, il a tellement bossé ça, c'est une praxis, hein, c'est un programme moteur qu'il a tellement refait, qu'il l'a affiné, et que même si on lui coupe l'influx visuel, eh ben, il est quand même capable de terminer son action. Et ben c'est ça, c'est comment on est capable de prévisualiser, comment on est capable d'imaginer les choses. Ça me rappellera toujours un test qui a été fait à Lyon il y a des années, il y a plus de 10 ans maintenant, sur un haltérophile. Un haltérophile, on lui met des capteurs un peu partout sur la tête, un peu en style EEG, très poussé, et on lui fait faire un mouvement, le mouvement qu'il a l'habitude de faire, et on étudie le comportement de son cerveau, les zones qui s'illuminent. Et on refait la même chose ensuite, sans barre, sans rien. Et on regarde son comportement. On lui demande d'imaginer son mouvement. Et là, on se rend compte qu'il a illuminé les mêmes zones de son cerveau. En fait, c'est ça. C'est comment on est capable d'illuminer ces zones de cerveau alors qu'il nous manque une partie des afférences, une partie de la sensorialité. Et Ronaldo, c'est qu'il a tellement bossé là-dessus que au final, je suis sûr que même tu lui fais. Enfin, ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'on lui laisse même pas le tout début de la trajectoire du départ du ballon. C'est juste voir le Exactement, ça se mouvement du pied coupe du gars, paf, exactement au et on essaie de. moment où il frappe. Ouais, c'est fou. Ouais. Alors attention quand on s'assure, parce que la prévisualisation, ça se travaille. Déjà, on a des capacités ou pas pour le faire, pour certains athlètes.
Et ça ne se travaille pas avec des lunettes stroboscopiques. Je le dis tout de suite à tous ceux qui aiment bosser avec des lunettes stroboscopiques, les lunettes stroboscopiques ne servent à rien. Ça ne sert absolument à rien de couper une image sur deux en pensant qu'on travaille sur la prévisualisation. Non, le cerveau va lisser les images. C'est comme quand tu fais un déplacement d'une poursuite comme ça avec des mouvements saccadiques, le cerveau, il ne voit pas l'image saccadique, il lisse tout ça, il imagine ce qu'il y a. Il prend un petit peu d'avant, un petit peu d'après et il imagine quelque chose. Et ben, c'est ce qu'a fait Ronaldo quand on lui a coupé la lumière. Il a imaginé le ballon. Il aurait pu fermer les yeux, ça aurait été pareil pour lui. De toute façon, il savait vers où allait le ballon, il savait où était le goal, il savait exactement quand est-ce qu'il fallait taper, le timing. Mhm. Donc, donc voilà, on est sur des phases de prévisualisation qui sont super intéressantes. C'est tout l'intérêt du skieur qui fait du super G, qui va faire ce qu'on appelle le track wall aussi, où il va se balader tout doucement au tout début pour voir un petit peu la piste, imaginer où sont les portes, et ensuite tu vois les mecs, les yeux fermés juste avant, qui se concentrent et qui refont la piste dans leur tête, tu vois. Et ben ça, c'est exactement la prévisualisation. T'as des mecs qui sont capables de le faire, t'as des mecs qui sont pas du tout là-dessus, ils y vont au jugé, à l'arrache. De toute façon, ils savent que la piste, elle va se déformer en fonction des gars qui sont passés avant lui, plus ou moins glacés. Donc les mecs, ils y vont à l'arrache. Il y en a d'autres, non, eux, ils sont dans la finesse, ils aiment voir les trucs, ils se rassurent même en faisant ça. Il y a tout un aspect psychologique qui est intéressant dans la Ouais. préméditation. Donc c'est quelque chose qui se bosse un peu, mais qu'au final, le seul qui peut vraiment le bosser, c'est l'athlète. Et tout ça en fonction de ses capacités. Tu as des athlètes qui sont très très forts pour ça, tu en as qui sont paumés, ils n'ont pas de système d'orientation, ils sont nuls à chier hein, quand tu les envoies dans une nouvelle capitale qu'ils ne connaissent pas, s'ils n'ont pas le GPS avec eux, le Google Maps. Et bien il y en a d'autres, non, ils sont capables de repérer les choses, ils sont capables de savoir où est le nord, d'imaginer que le soleil passe de l'est à l'ouest. Enfin, tu as, des mecs qui sont, voilà, qui sont comme ça et qui se sentent bien par rapport à ça. Donc c'est un phénomène qui est très particulier, qui peut se travailler un peu, mais au final, enfin, ouais, le meilleur des travails, au fil des travaux, finalement, c'est le travail sur site, en situation. Tu vois, c'est un peu le problème des gardiens de foot, hein. On a beaucoup travaillé ça ou discuté ça avec Thierry Barnera. Tu peux lui faire faire 10 000 fois les mêmes gestes, 10 000 fois les mêmes gestes. Le problème, c'est que quand il est en match, eh ben, il y a des mecs qui lui cachent la vue, il y a des situations qui sont pas favorables du tout, il y a des trucs qui sont enfin, impossibles à imaginer. Et ben, plus tu lui fais travailler des situations qui sont pas faciles à imaginer et que tu mets dans des situations de conflit, et plus au final, il va être capable de s'adapter. Et c'est ça, Mm. travailler sur la plasticité cérébrale. C'est de travailler sur la capacité à trouver une solution à une situation que tu n'avais pas prévue. Si tu lui proposes que des situations qu'il a prévues, qu'il a prévues, qu'il a prévues, ben, il sera bon hein, pour des situations qu'il a prévues. Mais le jour où il se passe quelque chose qu'il n'a pas anticipé, et ben, il est dans la merde et il va subir. Et moi, je travaille sur l'anticipation. Je travaille sur la capacité du cerveau à traiter l'information plus vite que les autres. Comme ça, le cerveau a l'impression qu'il a plus de temps pour agir. Et c'est un peu en ça que je suis un prestidigitateur pourri. Et ben, c'est parce que je prépare le cerveau à voir des choses qui ne sont pas anticipables. Mais j'aimerais revenir sur ce dont tu as parlé avec l'haltérophile et ce spécialiste à Lyon. Il me semble que tu parles de Aymeric Guillot, c'est bien ça? Ouais, je crois, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé aussi ce documentaire assez intéressant et son nom revient assez régulièrement à mes oreilles, d'une part parce que je suis originaire de Lyon et d'autre part parce que ça semble être quelqu'un d'assez pertinent et j'aimerais pouvoir l'avoir d'ici quelques temps sur le podcast. Donc si jamais il nous écoute, je lui fais déjà une petite passe décisive et puis je risque de le contacter d'ici peu. Bah En moi, tout cas, c'était un documentaire sur Arte qui avait il y a 10-15 ans, justement, sur la ouais, performance. On était un peu là-dessus, tu vois, déjà à l'époque. Et moi, j'avais été contacté pour un autre documentaire qui devait être un peu la suite, genre 15 ans après. ok. Putain, c'était mon rêve. Je me dis, waouh, participer à un documentaire sur Arte, sur la neuroscience et Carrément. un travail. Parce que Arte, c'est très bien construit, hein. Oui. C'est des mecs qui réfléchissent, c'est très bien ficelé. Et surtout, ils vérifient tout. Donc voilà, j'étais super adoré. Puis après, il y a eu le Covid, et puis on n'en a plus jamais reparlé. Mais oui, Ok, oui, je suis mince. passionné par son intervention. Elle était vraiment très intéressante. Bon, parfait. En tout cas, on espère qu'ils te recontacteront d'ici peu. C'est loin d'être fini. Je vais te poser ma dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Il y a une personne particulièrement qui m'intéresserait beaucoup d'écouter et avec qui j'aimerais beaucoup échanger. Deux personnes. Deux personnes. Il y a une première personne, c'est Thomas Pesquet. Ça paraît bête, parce que je pense que c'est sûrement la réponse de beaucoup de personnes. Hmm. Mais j'aime beaucoup sa manière de s'exprimer, j'aime beaucoup ses qualités humaines. C'est un Normand, je pense qu'il aime bien boire de la pomme. Ça doit être un mec qui a forcément des belles valeurs. Alors, puis c'est quelqu'un qui s'exprime très très bien, qui est très fort dans la banalisation, sans jamais prendre les gens pour des idiots en face de lui.
ce que je trouve déjà pas mal, parce que j'ai un gros complexe d'infériorité et je pense que je m'entendrais bien justement si on me dévalorise pas trop face à quelqu'un qui a une sommité dans la connaissance. Il y a une autre personne, étonnamment, sûrement pour toi, c'est Alexandre Astier. Ouais, C'est le mec qui fait Camelot, qui avait fait une évidemment. conférence sur les exoplanètes, qui a un raisonnement que je trouve particulièrement pointu et pointilleux, et que je trouve très ouvert à plein de choses, tout en restant très cartésien dans sa manière d'interpréter les choses. Il a trouvé à mettre des points d'humour dans des phénomènes très, très très bien construits. Son argumentaire et sa manière de penser sont très cartésiennes au final, ou en tout cas, même si ça peut explorer des domaines qui sont pas encore vraiment prouvés, c'est quelqu'un voilà, qui s'intéresse à plein de choses et je pense que ça va être une personne passionnante à écouter et je pense que je prendrai beaucoup de plaisir à l'écouter. Et s'il y a une toute dernière personne, c'est une personne que je viens de découvrir récemment, qui a son propre blog sur France Inter, qui s'appelle Xavier Delaporte, Mhm. qui est un ponte sur les sciences numériques. Et j'avoue que moi, j'aime bien courir en ce moment et je bois ces podcasts. J'écoute jamais podcasts, hein, jamais, jamais. Et ce mec, j'ai écouté ça une fois, je suis tombé dessus sur France Inter un jour. Et je bois ces podcasts qui sont d'une intelligence folle. Il est socialement, ça a l'air d'être un mec très cool. Et en plus de ça, il parle de sujets complètement dingues. Il monte très très haut en termes de niveau de théorisation parce qu'il a beaucoup de culture. Et il fait intervenir des gens. Et il a une manière de parler qui est très accessible à tout le monde, alors que les sujets évoqués sont vraiment de très haut niveau. Et voilà, j'aimerais un jour aller bouffer au resto avec ces trois personnes en même temps, avoir beaucoup d'alcool, beaucoup de rhum arrangé, tel que je le fais pour leur faire goûter, je leur paye volontiers une dégustation, vraiment pour que ça parte dans tous les sens. Et j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter de discuter. Parce que je pense que c'est le genre de personne avec qui j'aurais beaucoup de facilité à échanger. Et je pense on serait sûrement passionnés des échanges qu'on pourrait avoir les uns envers les autres. Enfin, surtout moi par rapport à eux. En tout cas, j'en profiterai beaucoup. Mais voilà, c'est sûrement des personnes que j'aimerais beaucoup entendre. Qu'en t'en penses-tu? Ouais, c'est rigolo parce qu'effectivement, Pesquet, c'est pas la première fois qu'un invité sort son nom, parce que je pense qu'il fascine aussi, et je trouve que comme tu l'as décrit, je pense que c'est assez réel de ce que j'ai pu voir moi aussi. Et puis Alexandre Astier, qui est lui aussi un Lyonnais, effectivement. Et j'ai l'impression que quand il est interrogé, il n'est pas du tout interrogé pour ce sur quoi on peut enfin, ce sur quoi il peut s'apparenter d'un point de vue superficiel. Souvent, en C'est fait, pas faux. ces interviews sont beaucoup plus poussées. Et d'ailleurs, ça serait une grosse perf, entre guillemets, si je peux l'avoir ici, parce que je crois savoir qu'il sélectionne beaucoup ses interviews. C'est quelqu'un qui est très peu voilà, qui est très peu interviewé. Donc ça serait top. Pourquoi pas d'ici quelques mois, quelques années. En tout cas, il faut rien s'interdire, bien évidemment. Romain, je te laisse le mot de la fin. Ben, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Très heureux de pouvoir partager avec toutes les personnes qui vont visionner ce blog. Toujours prêt à échanger aussi. Alors, je sais que voilà, je bosse beaucoup, j'ai pas souvent du temps, mais en tout cas, j'essaie toujours de me débrouiller pour essayer de répondre à peu près à tout le monde. Il faut mieux me contacter par WhatsApp, comme ça, j'arrive à répondre quand j'ai un peu de temps. Mais voilà, je suis toujours super intéressé et, de partager avec des gens qui sont, voilà, qui aiment leur métier comme toi, comme d'autres personnes qui ont déjà pu m'inviter. Et voilà, je pense vraiment que c'est parce qu'on bosse tous ensemble et qu'on échange surtout qu'on arrive à se développer. Et vraiment, si je construis une formation bientôt, et ben, ce sera surtout pour qu'il y ait des personnes qui me challengent. Et ce sera dans les échanges que je vais pouvoir m'améliorer. Et je compte beaucoup sur les personnes justement qui seront autour de moi, les nouvelles générations et tous ceux qui veulent bosser comme je le fais aujourd'hui, qui vont me permettre de m'élever parce que c'est les gens autour de moi qui me permettent de m'élever et j'ai cette chance-là, justement. Et voilà, je pense que ce blog va me permettre encore de m'accomplir par rapport à ça. Et je te remercie beaucoup. Et je te remercie aussi beaucoup pour la qualité des questions et pour le cheminement qu'on a pu avoir. On a encore plein de choses qu'on pourrait développer. J'espère qu'on se verra en off. Et Ouais, carrément. voilà, merci en tout cas infiniment. Bah, merci à toi, Romain, et puis merci à mon ami Arnaud qui nous a mis en contact. Donc, grosse dédicace à lui. Je sais qu'il écoute beaucoup de mes podcasts.
Donc, et puis bien évidemment, merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Tu retrouveras toutes nos informations en lien dans la description. N'hésite pas à commenter l'épisode, bien évidemment, pour nous dire ce que tu as pensé. Et puis, si tu as des questions à poser à Romain, nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!